Bon, on va commencer, hein. Vous avez vu que c'est assez timé aujourd'hui, beaucoup de sessions. Bonjour Alexandre. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas de place, ça va pas être très confortable. On en a à peu près pour 45 minutes, questions comprises normalement. Donc je vais me présenter en 2 minutes rapidement. Alors, je vais dire quelque chose que vous entendez mal. Oui. Ouais. D'accord, alors je vais pousser un peu plus. J'ai une rhinopharyngite, donc je vais faire ce que je peux, mais normalement ça devrait aller, je devrais pouvoir tenir. Soyez tribal. Soyez tribal. Donc, je m'appelle Florent Loto et comme beaucoup d'animateurs ici, je suis coach agile, formateur agile aussi, et quand je ne suis pas en train de coacher ou former, je suis dans les tranchées en tant que leader d'équipe ou Scrum Master, pour être plus précis, et parfois, selon les missions, directeur de projet. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce matin, il y ait Robert Richman, que je connaissais même pas du tout, et du coup, l'effet de surprise est un peu gâché parce que ce dont je vais vous parler, c'est ce dont il a parlé, et vous allez voir qu'on va en parler d'une façon totalement différente parce que ce dont je vais vous parler davantage, c'est le livre qu'il a évoqué à un moment donné dans son keynote, donc Tribal Leadership. Et vous allez voir que ce dont on va parler, c'est une autre façon de créer un esprit tribal dans une entreprise, dans une organisation. Ça ne se limite pas à l'entreprise, encore moins à l'informatique. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de leadership tribal, c'était Laurent Sarrazin, pour ceux qui connaissent, l'auteur de Rupture douce, qui m'en a parlé. La première fois que j'en ai entendu parler, du coup, la première chose qui m'est venue en tête, c'est ça. Et en fait, j'ai pris Laurent, que je rencontrais pour la première fois, un peu pour un illuminé, et je me suis demandé ce qu'il entendait par tribal leadership. Et évidemment, j'étais très loin du compte quand j'ai ouvert ce bouquin, que j'ai dévoré d'une traite. J'ai constaté qu'on était très loin de cet univers-là, qui a un intérêt aussi évidemment, mais là en l'occurrence c'est pas tout ça dont on parle. Et vous allez me dire en plus si c'était de ce sujet-là dont on allait parler, quel rapport avec le Scrum Day? Évidemment aucun. Par contre, le guide Scrum, ce que Scrum nous dit en termes de leadership, est assez intéressant et me renvoie directement au sujet qu'on va parler ici. Donc le guide Scrum, il nous dit le rôle de Scrum Master est celui de meneur au service de l'équipe. On parle beaucoup de servant leadership et c'est de ça dont on va parler ici. Alors, on remercie encore les sponsors, sans qui on ne serait pas tous là aujourd'hui, évidemment comme il se doit. Et je vous propose de sortir un peu du cadre de PowerPoint pour aller vers quelque chose d'un peu plus vivant. Donc, vous allez m'excuser la petite transition, mais c'est difficile de faire quelque chose de très fluide. Alors c'est Prezi pour ceux qui connaissent. On n'est plus dans du PowerPoint. Donc voilà, c'est un peu plus vivant, un peu plus agile, si je puis dire. Alors j'ai essayé de trouver un autre titre que Tribal Leadership, parce que comme on vient d'en parler, ça ne parle pas toujours du premier abord. Moi, ce que j'en retiens surtout en tant que leader d'équipe de développement, c'est que ce que j'ai vu dans ce truc-là, c'est un outil pour construire des équipes qui déplacent les montagnes. Donc derrière, on pourrait faire un raccourci et dire que je vais vous parler de motivation, vous expliquer comment on fait pour motiver des personnes, en donnant du sens aux demandes, en célébrant les petites et les grandes victoires, en fixant des objectifs atteignables, raisonnables. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, je pense que là-dessus, vous avez déjà plein d'informations, vous savez où les trouver. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est de valeurs, effectivement, comme on en a parlé ce matin au keynote, et donc de leadership tribal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce leadership tribal, cette notion, elle est issue d'une étude qui a été menée pendant plus de 10 ans sur des organisations, des entreprises. Alors, essentiellement aux États-Unis, donc l'auteur, Dave Logan, dont a parlé Robert ce matin, est un Américain. Maintenant, le fait que ces entreprises ou ces organisations soient américaines n'a pas, ça ne c'est pas pour autant inapplicable à notre niveau en Europe, parce que vous allez voir que les principes qui en ressortent sont universels. Au total, c'est 24 000 personnes qui ont été observées et on ne s'est pas intéressé, comme on le fait souvent, à l'histoire de ces personnes, à leur environnement ou à leur psyché. On s'est intéressé qu'à deux choses, c'est leur langage et leur comportement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui est important, c'est qu'on partage ensemble une même définition que tribu. Qu'est-ce qu'on entend par tribu? Donc, une tribu, c'est un groupe de personnes, de 20 à 150 personnes,
qui se connaissent suffisamment pour que lorsqu'elles se croisent dans la rue, elles se saluent tout simplement. Voilà ce qu'est une tribu. Donc pour une grosse entreprise comme IBM par exemple, on va considérer qu'une grosse entreprise est une tribu de tribus. Et une petite entreprise peut être assimilée à une tribu. Cette étude, elle a permis de mettre en évidence 5 stades, auxquels, et à chaque stade, est associé un discours. Ce qu'on va voir ici, c'est les 5 stades en question. Le premier stade, le discours associé, c'est « la vie est nulle ». Et ça concerne 2% des personnes observées. La pire illustration de ce stade-là, c'est les tueries dont on a entendu parler malheureusement dans les collèges et lycées aux États-Unis, où c'est, pour ramener les choses à la France aussi, c'est les suicides auxquels on assiste en entreprise. Ça, c'est du stade 1, en toute puissance. Deuxième stade, le discours évolue. On n'est plus sur la vie est nulle, mais sur ma vie est nulle, à moi. Et là, on est sur un quart de la population, on est déjà sur une population plus massive. Alors, souvent, une illustration, un signe de cette population de stade 2, encore une fois, enfin, je tiens à préciser qu'on ne peut pas faire de généralité, évidemment, je parle bien d'un signe, c'est l'affichage, afficher ouvertement une position, et par exemple, ce mug sur lequel est écrit « Je ne vis que pour le week-end » indique bien que je ne suis pas là pour me donner à fond dans mon boulot. Une autre illustration, pour ceux qui connaissent, c'est les BD de Dilbert. Je ne sais pas s'il y en a plein qui connaissent ici. Vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent? Ah ouais, il me semble bien. Le succès de Dilbert n'est pas innocent, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont des gens de stade 2 parce qu'il n'y a pas justement cet esprit qui donne envie d'aller bosser le matin. Et donc, à chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas quand même, je vais dire 2 mots là-dessus, Dilbert en fait est une BD qui tourne toujours en dérision les patrons, le chef. Voilà. Le stade 3 maintenant, changement de discours, cette fois c'est « je suis génial », sous-entendu « et pas toi ». Donc là on est dans un autre état d'esprit, et on a 49% de la population qui est concernée, autant dire l'écrasante majorité, et malheureusement c'est pas très surprenant parce que notre société génère des personnes de stade 3. Ça commence dès les bancs de l'école, avec la course au bon point, ensuite les notes, les rivalités, les jalousies, la violence parfois, le stress, la compétition, et ça continue avec, parfois dans les écoles privées, des choses assez violentes qui se produisent, dans le milieu du travail, et ensuite si vous allez sur Amazon et que vous cherchez des bouquins un peu de développement, vous avez ce genre de bouquins de M. Trump. Donc notre société génère du stade 3 massivement. Maintenant, en stade 4, le je disparaît et le nous apparaît. Et là, on est dans du « nous sommes géniaux » comme discours, sous-entendu, et pas les autres. Donc on a fait un progrès parce que cette fois, on est groupés, rassemblés, mais on est quand même dans une culture de compétition. 22% de la population. Et ils ont failli s'arrêter là quand ils ont fait cette étude. Pour eux, il y avait 4 stades, point barre. Et puis, dans les interviews qu'ils faisaient, des gens, ils se sont dit, mais il y a un truc qui ne colle pas. Certaines personnes ont un discours qui n'est pas cohérent par rapport à ces 4 stades qu'on a établis. Et ils en sont arrivés à découvrir le stade 5, dont le discours est « la vie est géniale ». Et c'est seulement, enfin c'est moins de 2% de la population observée. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont eu beaucoup de mal à détecter ce stade 5 et à le mettre en évidence. Alors je vais vous proposer de voir ensemble une vidéo qui illustre ce stade 5. Je ne vais pas vous montrer une entreprise de stade 5, vous l'avez déjà vu tout à l'heure avec Zappos. J'ai une autre vidéo de Zappos à vous montrer sur la fin. Là, ce que je veux juste illustrer, c'est l'esprit stade 5. Peut-être que certains connaissent cette vidéo.
Voilà, une illustration du stade 5. Il y en a qui connaissaient déjà, non? Vous pouvez lever la main, ceux qui connaissaient. Ah ouais. Alors, du coup, je ne vais pas vous apprendre que Jeff Sutherland utilise cette vidéo pour illustrer la façon dont Scrum se diffuse dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'il y a deux choses intéressantes dans cette vidéo. La première, c'est qu'on sent que le Matt, le personnage principal de la vidéo, est quelque chose qui transpire dans sa façon d'être. On sent qu'il y a une ouverture aux autres cultures, une culture de l'instant présent dont on parlait tout à l'heure, une culture du fun, se faire plaisir, vivre qu'une seule fois. On vit qu'une seule fois. Et il y a autre chose qui se produit derrière, qui est intéressant dans cette vidéo, c'est l'attraction que produit Matt en diffusant cette énergie-là. Et on sent on voit les gens physiquement venir et envie de participer à ce qui est en train de se passer. C'est typiquement ce qu'on produit quand on atteint ce stade 5. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on passe d'un stade à un autre. Et il y a une chose fondamentale à savoir avant de rentrer dans cette partie-là, c'est que chaque stade s'appuie sur les acquis du précédent. Autrement dit, on ne peut pas sauter une classe. On ne peut pas passer d'un stade 1 à un stade 3 directement, on est obligé de passer par le stade 2, qui est le stade supérieur à celui où on se situe. Ça, c'est fondamental, et du coup, le rôle du leader tribal, c'est d'aller aider les membres de sa tribu à passer d'un stade à un autre, pas à pas. Donc, on a vu que le stade 1, le discours associé, c'est « la vie est nulle », et on a un comportement associé à ces individus qui est souvent un comportement de sabotage et une relation aux autres d'exclusion. C'est ce qui est illustré par le petit schéma au-dessus où on voit le rond jaune qui représente une personne de stade 1. Donc comment on fait pour passer au stade 2? Alors il y a 3 leviers principalement. On va d'abord l'encourager à aller là où est l'action. Donc concrètement, ça veut dire quoi, aller là où est l'action? Ça veut dire, par exemple, participer à des déjeuners avec ses collègues, plutôt que rester isolé. Aller là où des décisions se prennent, des réunions. Aller dans des séminaires, comme celui-ci aujourd'hui, par exemple. Voilà où est l'action. L'idée, c'est d'aller vers ça. Deuxième levier, on va lui montrer que la vie peut fonctionner pour certains, et donc, elle peut fonctionner pour lui aussi. Pour elle aussi. Et enfin, on va l'inviter à se couper des personnes qui ont un discours « la vie est nulle ». Voilà comment on peut arriver au stade 2 et adopter un nouveau discours qui est un discours « ma vie est nulle ». Alors, ça ne paraît pas être un progrès énorme, mais c'est énorme pour la personne. On n'est plus dans « la vie est nulle » avec un fatalisme. On a vu que ça pouvait marcher pour d'autres et du coup ça peut marcher pour soi, mais à ce stade-là, ma vie est nulle. Le comportement passe à non plus du sabotage, mais un comportement plutôt de victime passive. Et la relation aux autres n'est plus de l'exclusion, mais de l'isolement. C'est encore une fois illustré par ce qu'il y a au-dessus. Comment on passe maintenant au stade supérieur, 3 ? Et bien, on va encourager cette personne à créer des relations dyadiques, donc des relations de personne à personne, deux personnes, plutôt que rester isolé. Donc déjà, on établit une connexion. On va souligner ses compétences, ses forces et son potentiel à développer. Ça va lui permettre de prendre confiance en elle. Et on va lui proposer des projets qu'elle peut réussir à court terme sans avoir besoin de suivre la personne, cette personne-là, ou de la fliquer, entre guillemets. Ça va lui permettre, là encore, de prendre confiance en elle. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre un stade 3, où là, le discours est « je suis génial » et pas toi, sous-entendu. Mais ce qui est intéressant dans ce discours-là, même si ça paraît négatif, c'est que la personne croit maintenant en ses compétences, en ses facultés, et du coup se développe. Le comportement du stade 3, c'est un comportement de guerrier solitaire, avec souvent une relation vis-à-vis des autres, une relation de domination personnelle. Un exemple très concret, c'est que avec mes relations dyadiques que j'ai établies avec d'autres personnes, je vais conserver le maximum d'informations pour moi et donner aux autres uniquement les informations dont ils ont besoin pour faire ce que je leur demande de faire. Donc je fais un peu de rétention d'informations. Voilà un exemple de stade 3. Maintenant, l'idée, c'est d'amener cette majorité écrasante, les 49% dont je vous parlais, vers un stade supérieur.
Et c'est là où les choses intéressantes commencent à se produire. Donc là, on va encourager cette personne à non plus se contenter de relations diadiques, mais de former des relations triadiques. Et à travailler sur des projets où cette personne va sentir que la réussite vient du partenariat. Alors, je vais vous donner un exemple de relation triadique que j'ai vécu. C'est la première fois que j'ai rencontré Laurent Sarrazin. J'ai été introduit par une personne tierce qui m'a dit « Florent, je connais quelqu'un à la Société Générale qui est, je pense, partage les mêmes valeurs que toi sur l'agilité. Je pense que vous avez des choses en commun à vous dire, vous avez sûrement des ressources à partager, à mettre en commun pour progresser et surtout connaître quelqu'un de nouveau dans ton cercle qui va te permettre de rencontrer ensuite d'autres personnes, etc. » Et cette rencontre, quand elle a eu lieu, c'était un déjeuner à la Défense. Il s'est passé quelque chose que Laurent Sarrazin décrit très bien dans Rupture douce. C'est que dès que les choses ont été claires et qu'on a senti que effectivement nos valeurs étaient communes, il n'y avait plus du tout de barrière entre nous. On s'est tutoyé tout de suite, pas de protocole de langage, de salutation. Tout de suite, on s'est connecté, on a parlé de choses très personnelles, on s'est ouvert tout de suite. Et la tierce personne qui était là pendant ce déjeuner s'est effacée d'elle-même, sans que ce soit négatif, mais la connexion était tellement établie que c'est ce phénomène qui s'est produit. Et on a senti une énergie sur cette passion qui était commune, donc l'agilité en l'occurrence. C'est ça, l'idée, c'est de créer ce genre de relation triadique. Et donc d'ouverture aux autres. Et à partir du moment où on est à 3, il n'y a plus de rétention d'informations, il n'y a plus de méfiance, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus de compétition. On va aussi lui montrer que le vrai pouvoir, du coup, ne provient pas de la connaissance, mais des réseaux. Ah, une question. Tu as dit triadique et finalement, dans votre relation, l'autre s'est effacé. Donc c'était 2, pas 3. Temporairement, le moment de la rencontre, qui est un moment assez intense, il s'est effacé. Après, bien sûr, la relation a continué à être plus triadique. Et on va l'encourager à user de transparence en communiquant à outrance, plutôt qu'en communiquant uniquement les informations dont les autres ont besoin, ce qui est un comportement typique de stade 3. Souvent, ce qu'on fait aussi, c'est que quand on sent qu'une personne commence à évoluer vers le stade 4, donc là on parle souvent de personnes de stade 3 avancées, c'est cette personne-là qu'on va peut-être choisir pour aller accompagner une personne de stade 2 qui a besoin d'établir des relations diadiques. Et du coup, le stade 3 se met en position plus d'ouverture et de coach, et c'est ce qui lui aussi va l'aider à évoluer vers du stade 4. Donc c'est intéressant, on peut comme ça utiliser des personnes de différents stades pour évoluer ensemble vers le stade supérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à un stade 4, dont le discours est « nous sommes géniaux », sous-entendu, et pas les autres. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, comme on vient de le faire tout à l'heure. Ouais. L'histoire de la communication, c'est quand même... ça s'apprend à communiquer, c'est long à venir, quoi. Bien sûr. Et on n'est pas toujours prêt à faire cet effort-là, parce que ça coûte tout à fait à communiquer des informations qui sont pertinentes, quoi. Ouais. Justement, c'est effectivement ce qu'il faut bien comprendre avec le leadership tribal, c'est que c'est un gros travail d'introspection. Et le chemin qu'on fait, il est souvent intérieur. Robert, il parlait tout à l'heure, il a beaucoup parlé du corps, mais il nous a fait un exercice de sophrologie sur la fin qui illustre assez bien ce côté-là. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement. C'est un cheminement, c'est une vraie introspection qui permet ensuite d'aboutir à un regard neuf sur cette information que je détiens. Si je la garde pour moi, à qui ça va vraiment profiter, etc. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer par la suite vers des stades supérieurs. Ouais. Du coup, j'ai une question, mais bon, c'est peut-être en avance sur la présentation. À quel stade il faut être pour être un bon leader tribal? Alors, est-ce que la réponse est plus tard? Je ne suis pas sûr. Le stade idéal, c'est notamment ce stade 4. Parce qu'à ce stade 4, il se passe un truc qu'on appelle épiphanie dans le langage de tribal leadership, où le je disparaît. Je ne suis plus dans le je, on est dans le nous. Et là, il se passe quelque chose qui permet déjà d'amener des personnes de stade 1 à stade 2, de stade 2 à stade 3, de stade 3 à stade 4. Et on est déjà un bon leader tribal, entre guillemets. Je dirais que c'est ce seuil-là qu'il faut franchir pour pouvoir être un leadership tribal.
un leader tribal. Donc le comportement associé à une tribu de stade 4, c'est le comportement de fierté tribale. Où là on a souvent un code qui commence à naître, un code spécifique à la tribu, un vocabulaire qu'on utilise. Un peu comme on pourrait dire Scrum qui a son propre vocabulaire avec les mêlées, les Scrum meetings ou les stand-up meetings si on prend un terme plus générique ou qui vient plus de XP, de mémoire. C'est un exemple. Donc on forme tous, enfin en tout cas pour les praticiens agiles, une tribu qui partage un même vocabulaire. On peut être assimilé à une tribu. Maintenant, voilà, tout le monde n'est pas au sein d'une tribu au même stade. Et donc l'idée c'est qu'un leader tribal, ayant conscience de ce stade-là, amène tout le monde vers le niveau plus haut. Et c'est un travail individuel. Le leader tribal va aller travailler avec la personne individuellement et une personne après l'autre. La relation avec les autres est du coup une relation de partenariat stable. Donc là on n'est plus dans la compétition, en tout cas à l'intérieur de la tribu. On voit qu'il y a encore la compétition vis-à-vis des autres tribus, vis-à-vis des autres entreprises éventuellement, mais à l'intérieur on est sur une relation de partenariat stable. Maintenant, comment on passe du stade 4 au stade ultime, au stade 5, la belle. Là, on sort les grands moyens, on n'est plus sur des leviers comme on l'a vu tout à l'heure, on adopte une stratégie. C'est le terme utilisé dans la notion de leadership tribal. Et on va commencer par établir ce que Robert a appelé les core values, que j'ai traduit par valeurs fondamentales. C'est ça qu'on va, entre guillemets, extirper de l'intérieur de soi et de l'intérieur de chaque membre de la tribu. C'est les valeurs fondamentales. On n'est pas sur des valeurs marketing, on a tous des entreprises qui affichent des valeurs fièrement, qui sont souvent marketées, entre guillemets. Là, on sort le trip. On répond à la question « Pourquoi je me lève le matin pour aller bosser ?» On répond à la question « Pourquoi j'existe ? Pourquoi je suis là ?» Enfin, professionnellement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir se parler vrai entre nous et en déduire les valeurs fondamentales communes. C'est ce que Zappos a fait. Ils ont sorti leurs 10 ou 12, je ne sais plus, valeurs fondamentales. Mais ça ne suffit pas. Ces valeurs, elles doivent servir quelque chose. Elles nous lient les uns aux autres, mais elles doivent servir quelque chose. Ce qu'elles doivent servir, c'est une noble cause. Et là, on répond à la question « Pourquoi notre entreprise existe ?» ou « Pourquoi notre tribu existe ?» C'est quoi notre raison d'être? À nous en tant que tribu. Une fois qu'on a ça, on a le moteur en fait. C'est le moteur de notre tribu. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retravailler. On parle dans le bouquin, on parle de changement d'huile régulièrement. C'est-à-dire tous les trimestres, par exemple. C'est pas comme une rétrospective qu'on va faire à chaque sprint. La fréquence est plus longue. Mais on va régulièrement retravailler, si nécessaire, ces valeurs fondamentales. Si jamais le contexte évolue ou peut-être les membres de la tribu évoluent, on peut imaginer un nouveau membre qui atterrit et qui apporte quelque chose de nouveau. Donc c'est toujours intéressant de faire ces changements d'huile régulièrement. Une fois qu'on a ça, on va s'intéresser aux résultats. Qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on a notre moteur là, vers où on veut aller? Donc qu'est-ce que nous voulons? Ensuite, qu'est-ce qu'on a à disposition pour atteindre ce résultat? Quels sont nos actifs? Et enfin, quelles sont les actions qu'on va mettre en œuvre pour atteindre ces résultats? Maintenant, il faut contrôler que notre stratégie tient la route, et pour ça, il y a 3 questions à se poser à chaque étape. Est-ce que les actifs sont suffisants pour atteindre les résultats visés? Est-ce que les actifs sont suffisants pour déclencher les actions qu'on a prévues? Et est-ce que les actions qu'on a prévues sont suffisantes pour atteindre les résultats qu'on s'est fixés? Et si jamais une réponse est négative à une de ces questions, on va revenir en arrière, et s'il faut, retravailler les résultats et définir une stratégie intermédiaire. Une stratégie qui va par exemple nous permettre d'obtenir un nouvel actif indispensable à notre cible finale. Ouais. On parle de la tribu là. Ouais. Dans le cas d'IBM, le résultat il est imposé par le top, donc par la tribu de tribu. On ne peut pas choisir nous, en tant que tribu, nos résultats, ils viennent du haut. Voilà, vous touchez à un cas évidemment très compliqué. Plus on est sur des grosses boîtes, évidemment, plus c'est compliqué. Mais l'idée, c'est vraiment de partir du bas. Et ce qui est intéressant avec une entreprise comme Zappos, par exemple, c'est que les valeurs qui sont nées de cette tribu et qui sont venues d'en bas, elles sont totalement en phase avec les objectifs de l'entreprise.
c'est pas forcément incompatible. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est peut-être la partie la plus importante de cette présentation, c'est que la stratégie doit émerger de la tribu dans son ensemble, en fonction du contexte, et non pas d'un leader, et non pas d'une direction. Sinon, il n'y a pas de moteur, les gens ne se donnent pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à un stade 5, où la vie est géniale. Et le comportement associé, un comportement, ça a été assez dur à traduire, je vous l'avoue, d'émerveillement innocent. Je sais pas si ça vous parle. C'est quoi en anglais? Je me souviens plus de la source, mais c'est un émerveillement innocent au sens où il n'y a plus de compétition. J'ai plus de compétiteurs. J'ai mon objectif, j'ai mes valeurs, je m'éclate dans ce que je fais, j'écris l'histoire parce que j'atteins les objectifs qui n'ont jamais été atteints. Et pour moi, les autres, il n'y a plus de compétition. Ça ne veut pas dire que je les ignore, que je ne les respecte pas, que je n'écoute pas ce qu'on me dit, mais ça n'a pas d'importance. Et une relation aux autres qui est une relation d'équipe. Donc maintenant, ce que je vais vous projeter, c'est une vidéo de Zappos. Donc, on m'a facilité le travail ce matin. J'ai plus à vous présenter Zappos. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Zappos a été récemment racheté par Amazon, tellement ça cartonnait, quoi. Donc c'est une entreprise qui s'est développée à une vitesse monstrueuse. Et je voulais vous montrer une photo de l'ambiance plateau projet, parce qu'elle manquait, j'avais oublié de la mettre dans la présentation, mais vous l'avez vu sans doute ce matin dans le keynote. On a une ambiance là-dedans qui règne et qui est assez particulière, et il y a un truc qui, je sais plus si ça apparaît dans les valeurs, mais eux, ce qu'ils revendiquent, les gens de Zappos, c'est le côté être bizarre. Et c'est vrai que quand vous rentrez dans un plateau de projet de Zappos, vous avez des arbres, vous avez des fougères qui descendent du plafond, c'est surchargé d'effets personnels, de goodies, etc. On est sur une autre planète, on est sur la planète Zappos, et c'est l'identité de Zappos. Alors voilà, dans cette vidéo, avant d'y aller, juste vous allez voir défiler très vite les valeurs. Alors si vous les avez déjà dans le keynote, tant mieux. Sinon, je vous préviens, soyez attentifs sur notamment les valeurs qui défilent au début. Core values to me are something that I use in my daily life. The Zappos core values are a list of ideas, suggestions, whatever you call it, on how we run our business and how we treat customers, how we treat reps, how we treat our employees. I think to me, the core values are with the Zap and Zappos. It's what makes this company special and unique and a place that you want to get up and come to every day. It really drives you to be not only part of the company, but part of the Zappos family. What are these 10 core values? They are deliver wow through service, Embrace and drive change, create fun and a little weirdness, be adventurous, creative, and open-minded, pursue growth and learning, build open and honest relationships with communication, build positive team and family spirit, do more with less, be passionate and determined. and our favorite core value, be humble. I like to first say that I am the humblest person at Zappos. My favorite core value is being humble, because I think in modern society as it is right now, being humble is not the most popular thing, especially when it comes to big business like ours. Well, we were a humble small business, and now we're a big business that's still humble. And I'd like to, and it really starts with Tony, the way that he is. I have a lot of favorite core values, but one of my favorites is be passionate and determined. And we're actually sitting here in the training room where we just had the world premiere of the Zappos Benefits music video. It was really great watching everyone come together, and everyone was really passionate and determined to really just create a fun video that not only was fun but also educational, and did a good job of explaining the benefits. It's just amazing to see, you know, what a bunch of determined people can do when they're really passionate about something. My favorite core value would have to be create fun and a little weirdness. Our finance department does a weekly parade called Random Acts of Kindness. We select 3 people that work at Zappos just randomly, present them with a little gift, we put a hat on them and take a picture, and that, I
think knocks out so many core values all at one time. It's definitely fun and weird. The majority of us are pretty fun and a little weird, I'd like to think. I mean, people walk in the creative services room and I just scream at them. Stop! We just like to make each other laugh. It makes life and work a lot more fun when you can have a good giggle every now and again. My favorite core value is core value number 5, pursue growth and learning. I would point to our library up front, which I think everyone knows. That started out with Tony actually recommending books, great books that he read. It evolved into a library, which is now open to everyone in the company and all of our visitors. I think the core values they speak a lot about what type of company Zappos is, because they're not just a list of things that we have up on a wall that we look at and ignore. We really try to live and breathe them in every aspect of operations here. We recruit based on them, we hire based on them, we live them out. Every department has their own interpretation of them. It's just something that Zappos really believes in, is what helps make us the company that we are. Voilà, comme ça vous en savez encore plus sur Zappos. Alors j'arrive sur la conclusion. Juste sur cette vidéo, ce qui est intéressant, à un moment donné, il y a une personne qui parle de la bibliothèque qui est mise en place spontanément comme ça dans l'entreprise. Ça illustre un truc assez important, c'est le côté développement personnel. C'est ça que ça amène de façon très naturelle, c'est le développement personnel. Le but, vous l'avez vu, c'est de passer à un stade supérieur et à chaque fois on se développe, on mûrit, on évolue. Et on ne laisse personne sur le carreau, puisque le but c'est de monter tous ensemble. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Maintenant la conclusion, c'est extrait du livre, je l'ai pris texto parce que je trouve ça, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retirer. Alors que les leaders tribaux travaillent pour le bien du groupe, non pas pour eux-mêmes, ils sont récompensés par la loyauté, le travail acharné, l'innovation et la collaboration. La tribu produit un travail de la plus grande qualité en moins de temps. Voilà ce qu'on peut espérer obtenir en mettant en place ce genre de choses. Maintenant, il y a une autre conclusion que je voudrais rajouter, c'est qu'au sein d'une tribu de niveau 4 ou 5, vous l'avez peut-être déjà compris, la hiérarchie n'a pas sa place. Juste pour illustrer un peu cette notion d'absence de hiérarchie. Voilà une petite photo, alors sans parti pris politique. Hein. Maintenant, c'était dur en 45 minutes de faire une introduction, vous donner un maximum d'informations, donc je tenais à faire cette dernière diapo qui vous permet par vous-même d'aller plus loin si vous en avez envie. Je vais parler du premier point ensuite, et c'est même pas moi qui vais en parler, c'est Dave Logan qui est l'auteur du livre. Je vous rassure, j'ai aucune action, vente, je ne participe pas du tout à tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Il y a un article associé à cette présentation où vous retrouvez toutes les informations que je viens de vous dire avec peut-être plus de détails. Donc ça c'est sur mon blog agiliste.fr. Vous avez le site officiel de Tribal Leadership, donc triballeadership.net. Vous avez une boîte à outils, ça c'est intéressant parce que ça rend les choses encore plus concrètes, ce que je viens de vous dire. Il y a des outils qui permettent notamment d'arriver à trouver ces valeurs fondamentales et de faire travailler tout le monde là-dessus. Et soi-même, cette introspection, il y a des outils pour arriver à faire ce travail-là sur soi-même et ensuite avec les autres. Donc ça c'est assez intéressant. Et ce dont va vous parler Dave Logan dans cette très courte vidéo de 4 minutes, 4 minutes 30, il va vous parler du challenge de 21 jours de Tribal Leadership, qui est quelque chose de gratuit, comme tout ce qui est ici. Alors bien sûr, vous allez voir sur la fin, ils vont vous vendre, vous proposer du training, etc. Mais sincèrement, je vous recommande ces 21 jours, parce que c'est vraiment, ça ouvre les yeux en fait. J'aurais même peut-être dû commencer par là. Même pour moi qui suis d'une génération Y, enfin je suis né en 79, donc je crois que je suis génération Y, et je suis un peu entre les deux. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça m'a aidé à porter un regard totalement neuf sur cette histoire de hiérarchie, de management, de leadership, etc. Donc cette expérience-là est intéressante, d'autant plus que là encore, je le répète, ça pousse à l'introspection. Vous allez vous poser des questions que peut-être vous n'avez jamais osé vous poser.
et qui vont vous permettre de vous développer, sans doute. Mais je laisse Dave Logan en parler pour moi. Hi, I'm Dave Logan, and I'm here to talk about a new program that we have through Culture's Sake. We've been working on this for a long time, and we are very excited. First of all, the program is free, and it's called the 21-Day Leadership Challenge. And I'll tell you what led up to this. That's probably the most important part of it. So I've had the opportunity to teach leadership in different places for the better part of 20 years. And I'll be very honest with you, the subject of leadership has become something reserved for the elite. People at the wealthiest colleges, or people who can afford to pay the steepest tuition, they are trained in leadership. Or the wealthiest corporations often take out the people they believe are the high potential. By take out, I mean they take them off site and they feed them good food and they have people come in and teach them leadership. But the rank and file isn't exposed to it. And I think that's a real problem. The companies that can't afford it, well, maybe they can read a book or glean a tip here or there. That's not good enough. We have a crisis of leadership in our world. Things are overmanaged and underled, to quote John Kotter from the Harvard Business School. And it's time we do something about it. And that's what we're going to do here. So, what is the 21-Day Leadership Challenge? If you sign up for it, you will get a video from me, about 3 minutes in length. And the video will provide you with what's called an actionable insight. That's a new way of seeing an old problem. And as a result of that insight, you will behave differently. And accompanying that new way of seeing things, that actionable insight, is a challenge. Most of the challenges can be done in about 20 minutes. So the total amount of time that it takes to go through the 21-Day Leadership Challenge is, in rough numbers, about 25 minutes a day. So it's very short. Now, 3 times, we're going to ask you to do things that are a little bit more complicated. And for those, you'll need about an hour. In fact, on days 5, 11, and 17, you'll need about an hour to do the challenge. So again, every day, you'll get a video from me, about 3 minutes in length. We'll go through an actionable insight, a new way of maybe looking at an old problem, and then ask you to do something very specific. That's the challenge. Now, why would somebody want to do this? Because leaders have a lot of fun. In fact, it's a blast to be a leader. You're able to do things that most people don't know how to do. You're able to inspire other people so that they are able to do things that they didn't think were possible in their own lives. And it keeps getting spread from person to person. One definition of leadership is that leaders create other leaders. So this isn't all about you becoming a better version of yourself. This is about you doing something transformational in the lives of people around you. That's what leadership has the ability to do. There's a quote from Colin Powell that I just love that says the art of leadership can accomplish more than the science of management says is possible. So you'll get results that you can't get any other way, and you'll have a lot of fun getting there. It'll be inspiring to get there instead of the sort of death march that many programs turn into because you just got more things added to your to-do list. So I'm going to ask you a favor. Please do not sign up for the 21-Day Leadership Challenge until you can really commit the time for 21 consecutive days, including weekends. Please, if you're about to go on vacation or you've got a big project coming up, then bookmark this page and go back to it when you're ready. But when you're ready, this process will begin. I promise you will emerge from it more confident, more passionate about yourself. Your knowledge of yourself will increase. Leaders know more about themselves than most people know about themselves. You'll be able to influence people in a way that most of us can't do. You'll be able to connect to people in a very short period of time in a way that most people can't even figure out when they see you do it. It's kind of remarkable. You'll be able to form new relationships in a group or tribe, and that tribe will go on to do remarkable things. So the process of leadership has been one of the most exciting journeys that I've ever gone on, and I hope it will become one of the most exciting journeys that you ever go on. So please, don't take it until you're ready. But when you are ready, we invite you to join the 21-Day Leadership Challenge. Thank you for watching this, and hope to see you in the challenge. Voilà, je tenais à vous montrer cette vidéo parce que je pense que c'est pas la première fois que vous assistez à une présentation, à un séminaire. Et si c'est comme moi, je pense que d'ici quelques jours, ce sera déjà évaporé. Vous aurez recruté quelques notions, mais vous n'aurez pas ancré ça en vous. Et ce truc-là permet vraiment, sincèrement, d'ancrer ces principes, de les assimiler et ensuite d'en tirer quelque chose qui vous
vous aide à vous développer ou vous aide à faire bouger les choses si vous avez envie de bouger les choses. Donc voilà, je tenais vraiment à vous montrer cette vidéo-là. Vous l'avez fait? Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que pour faire ce challenge-là, c'est pas forcément utile de lire le livre. Il est en anglais en plus, donc moi-même je suis pas très à l'aise avec l'anglais. Je l'ai fait, mais en découvrant le challenge, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas spécialement besoin de lire le livre. À la limite même, c'est peut-être ce challenge qui vous poussera à aller plus loin et faire la démarche de lire le livre. Et comme ça, c'est gratuit jusqu'à ce que vous achetiez le livre si vous voulez. Mais vraiment, sincèrement, c'est enrichissant. Et sans dévoiler le contenu, est-ce qu'on peut avoir une idée d'un challenge, d'une journée? Oui, alors un de mes challenges, ça a été... alors il y en a plusieurs, c'est difficile de choisir, mais il y en a un que j'ai trouvé intéressant, ça a été, après avoir fait pas mal de challenges sur... Enfin, chaque jour, en fait, vous avez une petite vidéo très courte. Il y avait beaucoup de choses tournées vers de l'introspection, et à un moment donné, l'idée c'était de sortir, de contacter 2 ou 3 personnes dans notre entourage, des personnes dont la vie compte pour nous, dans notre entourage professionnel, et de leur demander, très sincèrement, quelle est notre réputation vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est très intéressant. C'est une sorte de 360 pour ceux qui connaissent, mais c'est direct. Ces personnes-là, si elles sont effectivement suffisamment proches de vous, elles vont être franches avec vous. Et la façon dont vous posez la question amène cette franchise-là. Et donc vous apprenez, enfin moi ça m'a permis vraiment d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur l'image que je véhiculais, et ensuite derrière d'adapter pour peut-être être plus en phase avec mes principes, mes valeurs, être plus connecté avec ces personnes-là. J'étais encore plus connecté avec eux parce qu'il y a un vrai lien encore plus fort qui s'établit. Voilà, c'est un exemple de... Ouais. Sur le faire, on a besoin de mettre sa vie en stand-by, ou ça se passe comment? Non, vraiment pas. Il y a, comme il ouais, en fait, il insiste sur le fait que... Ah, désolé. Je peux pas répondre à la question. C'est la dernière, mais après... Ouais, ok. En fait, il dit que c'est une vingtaine ou 25 minutes en moyenne par exercice, et c'est effectivement le cas. La seule particularité, c'est que certains prennent 2 minutes, d'autres prennent parfois 1 heure, le temps d'aller rencontrer. Typiquement, les 3 personnes que j'avais dans mon réseau, les interviewer, ça a pris plus de temps, mais c'est une des seules actions qui prend vraiment du temps. J'ai juste eu un doute sur le fait de réellement faire les actions pendant le week-end. Je l'ai fait, hein, mais voilà, je ne sais pas si c'est vraiment indispensable. Merci. Merci.